Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Yakolev, qui est prêt à développer un avion VTOL de 5e génération pour la Russie. Le 27 juillet 2024, le constructeur aéronautique russe Yakolev, qui fait partie de United Aircraft Corporation Rostec, devrait reprendre ses efforts dans le développement d'avions à décollage et atterrissage verticaux VTOL en passant à la 5e génération. Andrei Bokinski, qui est directeur général adjoint de UAC pour l'aviation civile et directeur général de PJSC Yakolev, a annoncé que Yakolev était prêt à entreprendre ce projet si le ministère de la Défense russe lui demandait. Il a noté que Yakolev a conservé et élargi sa vaste expérience dans le développement d'avions VTOL au cours des 60 dernières années, ce qui lui a permis une mise en œuvre rapide de nouvelles avancées. Conçu pour être utilisé sur des porte-avions soviétiques plus petits comme les navires de la classe Kiev, le Yak-38 utilisait un système de propulsion avec 2 réacteurs de sustentation derrière le cockpit pour le décollage et l'atterrissage vertical, et puis un seul moteur, 2 poussées vectorielles pour le vol horizontal. Le développement du décollage et de l'atterrissage vertical, le VTOL en Russie, a commencé il y a 60 ans. Le 27 juillet 1964, le pilote d'essai VG Mukin a effectué le premier vol du Yak-36, un avion développé par le bureau d'études AS Yakolev. En effet, ce prototype, qui a effectué son premier décollage sur piste ce jour-là, a ensuite réalisé son premier vol stationnaire libre et sa transition vers le vol horizontal le 27 septembre 1964. Le premier vol complet impliquant un décollage et un atterrissage vertical a eu lieu le 24 mars 1966. Le Yakolev Yak-36 a attiré l'attention internationale en juillet 1967 lors du défilé aérien de Tomodetskovo, mettant en valeur ses capacités de décollage et d'atterrissage vertical. Le Yakolev Yak-36, également connu sous le nom de Freeland, était un avion expérimental à décollage et atterrissage vertical développé par l'Union soviétique au début des années 60. Il a été conçu pour tester la fiabilité, la faisabilité, la praticabilité des opérations VTOL en utilisant 2 turboréacteurs Rinwings RD 3635FV à buse vectorielle. Ces moteurs permettaient à l'avion d'effectuer des décollages et d'atterrissages verticaux, une capacité qui a été démontrée avec succès lors de ses vols d'essai à partir de 1963. Doté de 2 moteurs de croisière R27, le Yak-36 avait une vitesse maximale d'environ 900 km/h et un plafond de service de 12 000 mètres, c'est-à-dire 12 km. Son autonomie opérationnelle était d'environ 370 km, et ce qui lui a été limité par la consommation élevée de carburant associée à des capacités VTOL et à son poids au décollage de 9,4 tonnes. L'avion était équipé d'options d'armement de base, notamment des canons de 23 mm et de diverses roquettes et bombes, bien que sa fonction principale ne soit pas le combat, mais plutôt l'expérimentation technologique et la collecte de données. Le Yak-36 n'a pas dépassé le stade expérimental et a été également utilisé pour recueillir des données qui éclairaient le développement des futurs avions VTOL soviétiques. Seuls 4 prototypes ont été construits, servant de banc d'essai pour diverses solutions de conception, techniques de pilotage et méthodes traditionnelles opérationnelles. Malgré les limitations du Yak-36, telles que le problème de fiabilité du moteur et la capacité de charge utile et limitée, il a fourni des informations précieuses sur la technologie VTOL pour l'Union soviétique, car la conception du Yak-36 comprenait des buses rotatives
un système de contrôle à réaction et un contrôle de vol automatique dans des conditions proches de zéro. Le Yak 36 n'a pas dépassé le stade expérimental et a été principalement utilisé pour recueillir des données qui éclairaient le développement des futurs avions VTOL soviétiques. S'appuyant sur l'expérience du Yak 36, le bureau d'études Yakolev a créé le Yakolev Yak 38, nom de l'OTAN Forger. Le premier avion expérimental, opérationnel à décollage et atterrissage vertical court VTOL de l'Union soviétique. Le premier vol en profil complet du Yak 38 a eu lieu le 25 février 1972. La même année, le Yak 38 est entré dans l'histoire en atterrissant sur le porte-avions Moskva, devenant le premier avion soviétique à le faire avant d'entrer en service dans la marine soviétique en 1976. Conçu pour être utilisé sur des porte-avions soviétiques plus petits comme les navires de la classe Kiev, le Yak 38 utilisait un système de propulsion avec 2 réacteurs de sustentation derrière le cockpit pour le décollage et l'atterrissage vertical et un seul moteur à poussée vectorielle pour le vol horizontal. Cette configuration permettait des opérations à partir de pistes courtes, mais entraînait une consommation de carburant élevée et une autonomie limitée, réduisant l'endurance globale au combat et la capacité de charge utile par rapport à ses homologues occidentaux tels que le Harrier. Le Yak 38 avait une vitesse maximale d'environ 800 km/h et pouvait transporter des armements tels que des missiles RR-60, des missiles air-sol KH-23, des bombes et des roquettes non guidées. Son absence de radar limitait son efficacité en combat aérien, le reléguant principalement à des rôles d'attaque au sol. Les principales variantes comprenaient le Yak 38M qui avait 2 moteurs Tumansky R28V300 plus puissants, des réservoirs de carburant externes et un train d'atterrissage avant orientable amélioré, ainsi que le Yak 38U, un modèle d'entraînement biplace. Les variantes visaient à améliorer la portée opérationnelle et la capacité de charge utile tout en offrant les capacités de formation nécessaires aux pilotes soviétiques. Le Yak 38 a connu une utilisation opérationnelle limitée et a dû faire face à des défis importants, notamment des exigences de maintenance élevées et des difficultés dans des environnements difficiles comme l'Afghanistan. Sa capacité VTOL était limitée par une consommation de carburant élevée au décollage et à l'atterrissage, ce qui affectait l'endurance de sa mission. Malgré ces problèmes, le Yak 38 a contribué au développement de la technologie VTOL soviétique. Cependant, son efficacité était limitée, ce qui conduit à son abandon progressif au profit d'avions plus avancés après la dissolution de l'Union soviétique. Conçu pour être utilisé sur des porte-avions soviétiques plus petits comme des navires de la classe Kiev, le Yak 38 utilisait un système de propulsion avec 2 réacteurs de sustentation derrière le cockpit pour le décollage et l'atterrissage verticaux et un seul moteur à poussée vectorielle pour le vol horizontal. Le point culminant du développement des avions VTOL du bureau d'études Yakolev fut le Yakolev 141, le premier avion VTOL supersonique au monde, atteignant des vitesses allant jusqu'à Mach 1,7. Le Yakolev Yak 141, également connu sous le nom de Yak 41M, a été développé par l'Union soviétique comme avion VTOL à décollage et atterrissage vertical pour les porte-avions de la classe Kiev de la marine soviétique. Il a été conçu pour surpasser les capacités du Yak 38 et pour concurrencer des avions comme le Harrier britannique. Le Yak 141 présentait une configuration à 3 moteurs, un turboréacteur à poste-combustion principal RD41 et 2 moteurs de sustentation RD38, ce qui permettait des transitions en douceur entre le vol vertical et le vol horizontal.
Pour son époque, le Yak 141 intégrait les dernières avancées scientifiques et techniques, tant dans la conception de la cellule que dans le choix des armes et des équipements. Ces systèmes de contrôle avancés, automatiser presque tous les modes de vol, synchroniser les opérations des moteurs, permettaient le contrôle à distance le long du canal longitudinal et stabiliser, et oui, les mouvements grâce au boost des moteurs de croisière et de sustentation. Ces innovations simplifiaient le processus de pilotage lors du décollage et de l'atterrissage. Le Yak 141 était également équipé d'un radar de poursuite multicible, améliorant ses capacités en combat aérien en permettant l'engagement de plusieurs cibles simultanément. L'armement de l'avion comprenait des missiles air-air, des bombes guidées et un canon, ce qui le rendait adapté à divers rôles de combat, de la supériorité aérienne à l'attaque au sol. Sa conception structurelle incorporait des matériaux avancés pour soutenir ses capacités à grande vitesse et VTOL garantissant durabilité et performance dans les opérations navales exigeantes. Le Yak 141 a effectué son premier vol le 9 mars 1987 et le pilote d'essai A.A. Sinetsin a établi 12 records du monde avec lui. Malgré la création de 4 prototypes et sa conception innovante, le projet Yak 141 a été interrompu en 1992 en raison de coupes budgétaires suite à la dissolution de l'Union soviétique. Mais pas avant que Yakolev ne conclue un partenariat avec Lockheed Martin permettant à certaines des technologies du Yak 141 d'influencer le développement, et oui, écoutez bien, du chasseur d'attaque interarmé américain, le F-35. On croit rêver. Après la création du Yak 38, le bureau d'études Yakolev a développé donc le Yak 141, le premier avion VTOL supersonique du monde, qui a atteint des vitesses allant jusqu'à Mach 1,7. En 2018, lors du forum de l'armée, le vice-premier ministre Yuri Bourissov, aujourd'hui à la tête de Roscosmos, a révélé que les travaux sur un nouvel avion VTOL avaient commencé en 2017 dans le cadre du programme d'armement de l'État. Il a noté que le délai de développement déterminé par le cycle technologique s'étendait de 7 à 10 ans. Ce nouvel avion devrait faire partie intégrante de l'aviation embarquée de la marine russe. Bien que Borisov n'ait pas précisé le bureau d'études impliqué, l'industrie reconnaît l'expérience et les capacités uniques de Yakolev dans le développement de VTOL. Le 27 juillet 2024, Andrei Boukensky a réitéré la volonté de Yakolev de reprendre le développement des VTOL, soulignant l'expertise historique et technique de l'entreprise. Il a mentionné que le bureau d'études a commencé à travailler sur les avions VTOL à la fin des années 50, rappelant des Yak 38 et Yak 141 comme des jalons notables. Boginski a souligné que de nouvelles technologies aéronautiques combinées aux bases scientifiques et techniques préservées des années 1990 permettent un retour rapide à la création d'avions VTOL si le ministère de la Défense russe lui confie cette tâche. Les experts russes estiment que les avions VTOL pourraient être essentiels non seulement pour la marine russe, mais aussi pour les forces aérospatiales, en particulier dans les scénarios où les aérodromes des bases sont menacés par des attaques massives de missiles et de bombes en provenance d'Ukraine. Le développement d'un tel avion implique de surmonter des défis importants, notamment la miniaturisation de l'avionique, la création d'une avionique de nouvelle génération, la conception d'un planeur et d'une aile spécialisée, et plus important encore, le développement d'un moteur puissant et fiable. Les moteurs VTOL pourraient notamment être utilisés sur divers navires et dans les versions terrestres sur de petits sites sans piste, sans atteindre de nouveaux porte-avions. Et oui, cependant, la faisabilité de la création d'un avion VTOL pour les forces aérospatiales russes
mérite d'être étudiée avec attention, en particulier compte tenu des progrès rapides de l'aviation sans pilote. La complexité et les coûts élevés du développement d'un avion VTOL qui nécessite des moteurs puissants avec des buses rotatives posent des défis financiers importants. En outre, les récentes opérations militaires en Ukraine ont mis en évidence l'efficacité des drones d'attaque, qui ont surpassé les bombardiers de première ligne traditionnels en termes d'efficacité. Compte tenu du coût élevé et de la vulnérabilité des avions habités au système de défense aérienne moderne, la nécessité immédiate d'un nouvel avion d'attaque VTOL habité est discutable. Actuellement, les forces aérospatiales russes déploient activement des chasseurs Su-35S, Su-30SM et Su-57 en Ukraine. Malgré leur supériorité aérienne, le potentiel de frappe de ces avions est limité par le risque de perdre des pilotes expérimentés et des appareils coûteux au profit de défense aérienne ennemie. Dans ce contexte, le développement d'avions sans pilote utilisant l'intelligence artificielle semble plus rationnel. Les drones d'attaque, en plus d'être rentables, offrent des avantages significatifs, notamment la capacité d'opérer dans des zones à haut risque sans mettre en danger les pilotes et de lancer des frappes précises loin derrière les lignes ennemies. Compte tenu de l'importance croissante des avions sans pilote, la stratégie de développement des avions de combat pourrait devoir donner la priorité au développement des drones d'attaque par rapport aux nouveaux avions VTOL habités selon certains experts russes. Les ventilateurs de portance, comme ceux que l'on voit sur les Yak 141 ou le F-35B, sont des ventilateurs de portance situés dans les grands trous dans une aile fixe ou un fuselage conventionnel qui assure la portance pendant les opérations VTOL et la transition vers la portance d'une voilure fixe en vol vers l'avant. Dans le secteur de l'aviation militaire, les avions VTOL ont attiré l'attention en raison de leur complexité de conception, de leur innovation et de leur capacité à fonctionner dans des espaces confinés tels que les navires et les aérodromes dotés de pistes courtes. Les avions VTOL peuvent décoller et atterrir verticalement sans pilote, ce qui comprend les hélicoptères, les avions à voilure fixe, à poussée vectorielle et les hybrides à rotor motorisé tels que les cyclogyros, les cycloptères, les gyrodines. Les avions peuvent fonctionner dans différents modes, notamment le décollage et l'atterrissage conventionnel, le STOL, le décollage et l'atterrissage court, le STOL, et le décollage et l'atterrissage verticaux courts, les STOLs. Différents modèles ont été développés pour obtenir une portance motorisée dans les avions VTOL, chacun avec des mécanismes uniques pour permettre le décollage et l'atterrissage verticaux. L'un de ces modèles est le convertiplane, qui décolle sous la portance du rotor comme un hélicoptère, puis passe à la portance d'une voilure fixe en vol vers l'avant. Le Bell Boeing V-22 Osprey est un exemple frappant de cette approche. Le concept de rotor basculant, tel qu'il est vu dans le V-22 Osprey, consiste à incliner ses hélices ou un rotor verticalement pour le VTOL, puis vers l'avant pour le vol horizontal, tout en maintenant l'aile principale fixe en place. De même, les ventilateurs canalisés inclinables, comme ceux du Bell X-22, utilisent un concept comparable, mais avec des ventilateurs canalisés au lieu de rotors exposés. La conception à aile basculante consiste à incliner l'aile entière et ses hélices ou rotors attachés pour passer du vol vertical au vol horizontal. Les conceptions à queue assise, telles que le Ryan X-13 Versjet, reposent verticalement sur leur queue pour le développement du décollage et l'atterrissage avant de s'incliner vers l'avant pour le vol horizontal. La vectorisation de poussée utilisée dans des avions comme le Harrier ou le F-35B consiste à faire varier la direction de l'échappement du moteur entre la poussée verticale et horizontale, permettant à l'avion d'effectuer un décollage et un atterrissage verticaux.
D'autres conceptions incluent les TT-Jet, qui sont similaires aux tiltrotors, mais utilisent des turboréacteurs ou des turbofans au lieu d'hélices. Les réacteurs de sustentation, comme ceux utilisés sur le Yak 38, fournissent une sustentation auxiliaire pour le fonctionnement du VTOL et peuvent être désactivés pour un vol normal sous aile. Et les ventilateurs de sustentation, comme ceux du F-35B, impliquent des ventilateurs de sustentation situés dans deux grands trous dans les ailes fixes ou dans un fuselage, par ailleurs conventionnel, fournissant une sustentation pendant les opérations de VTOL et passant à la sustentation d'une voilure fixe en envol vers l'avant. Certains avions expérimentaux ont également utilisé l'effet Candy, redirigeant les flux d'air le long d'une surface pour obtenir une sustentation. Les exemples notables sont l'Avocar VZ9 d'Avro, Canada. Alors en résumé, est-ce que l'Algérie, l'Iran, le Mali, qui en 2024 peut encore vouloir acheter des MiG-29 Falcon 9? Eh ben, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo de ce jour qui va parler donc de cet avion russe aussi emblématique. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.